35e journée du comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. L'événement sera célébré demain 12 septembre 2020. À cette occasion, le président en exercice du SILS, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, s'est adressé à la communauté sahélienne, à suivre en tête du journal. Après la partie méridionale du pays, le ministre de l'Agriculture a rejoint le Septentrion pour évaluer la campagne agricole en cours. Dans le Wadi Fira, précisément où il se trouve, la province est déficitaire en termes de pluviométrie, mais les producteurs comptent sur la clémence du ciel. Et puis, 3 jeunes porteurs d'ambitieux projets ont été primés dans le cadre de la compétition organisée par le PNUD. Il s'agit du projet de lutte contre les violences basées sur le genre, du projet biogaz, et le 3e porte sur la géolocalisation des pharmacies, centres médicaux et spécialistes médicaux. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Téléchat. Il est 20h. Demain, 12 septembre 2020, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, va célébrer sa 35e journée. Et à cette occasion, le président en exercice du SILS, le maréchal du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno, s'est adressé à la communauté sahélienne. Suivez plutôt le président en exercice du SILS. Peuple de l'espace SILS, mes chers frères et sœurs, la 35e journée du SILS que nous commémorons cette année 2020 a pour thème les effets de la pandémie à Covid-19 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest et les efforts d'adaptation du SILS pour la production de l'information. Ce thème est dicté par les multiples écueils et contingences en lien avec la pandémie de la Covid-19 qui continue à mettre à rude épreuve les États du monde entier. Pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, cette crise sanitaire vient s'ajouter à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle persistante. La crise sécuritaire récurrente depuis quelques années et le risque potentiel d'invasion acrédienne et des chenilles légionnaires d'automne, éprouvant davantage nos valeureuses populations. En effet, sur la base des analyses issues du dispositif régional de prévention et de gestion des crises pour la période de juin à août 2020, le nombre de personnes en insécurité alimentaire et nutritionnelle s'élevait à environ 20 millions de personnes. Au regard de cette situation de plus en plus préoccupante, notre organisation, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a engagé des actions urgentes pour accompagner et assister les États membres dans leur quête d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle. À cet effet, un système de collecte des données et de suivi rapproché de la situation alimentaire et nutritionnelle dans le contexte de la pandémie de la Covid-19 a été lancé dès le début de la crise sanitaire en avril 2020 dans 14 pays. Ce dispositif doit être renforcé, intégré dans les systèmes nationaux pour aider les décideurs dans la prise de décision et la réalisation de certains investissements. Le SILS a en outre fortement appuyé nos États
dans la révision ou l'élaboration des plans de réponse ou de riposte plus intégrés sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle afin de prévenir toute catastrophe humanitaire d'envergure dans la région dans ce nouveau contexte. C'est pourquoi j'ai saisi cette occasion pour remercier et encourager les membres du comité technique du cadre harmonisé sous les auspices du réseau de prévention des crises alimentaires, les pays et les partenaires qui se sont mobilisés pour suivre et informer régulièrement les décideurs de la région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest sur l'évolution des situations sanitaires, alimentaires, nutritionnelles, pastorales et la menace acrédienne. Mes chers frères et sœurs, l'organisation de la journée du SILS constitue une opportunité de réflexion sur les effets à court et moyen terme de cette pandémie sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les conditions de vie de nos populations qui nous interpellent à plus d'un titre. Tout en saluant les actions déjà engagées par nos États, avec l'appui des partenaires au développement, il convient de rechercher des solutions innovantes et intégrées pour atténuer les effets de cette crise sanitaire qui aura sans aucun doute des répercussions à long terme sur notre espace. Les pays du SILS doivent tirer des enseignements de cette crise sanitaire afin d'être plus résilients et développer des réponses plus efficaces face aux crises similaires ou plus graves encore qui paralyseraient le monde entier. Les mesures que nous prenons pour contrer ces tendances préoccupantes doivent être plus audacieuses, non seulement par leur ampleur, mais aussi en termes de collaboration multisectorielle au niveau de nos institutions régionales et de nos États. Il me plaît à cet égard de féliciter et d'encourager tous les acteurs du SILS dans leur exaltante mission à travers les programmes restructurants qu'ils mettent en œuvre dans plusieurs domaines d'intérêt afin d'augmenter la production agro-silvopastorale et halieutique et de combattre la pauvreté. Il est impératif de renforcer la capacité de nos populations à mieux faire face aux aléas de tout genre qui sévissent dans notre espace à l'image des inondations qui touchent aujourd'hui une bonne partie des pays du SILS. En ma qualité de président en exercice du SILS, je voudrais engager notre institution en synergie avec la CEDEAO, l'UEMOA, le G5 Sahel et les autres organisations intergouvernementales à mutualiser leurs efforts pour une meilleure complémentarité et coordination des réponses fortes en vue d'atténuer les effets de la pandémie de la Covid-19 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la détérioration des moyens d'existence des populations au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Peuple de l'espace SILS, la célébration de cette 35e journée m'offre l'occasion de remercier, au nom de toutes les populations et des États membres du SILS, la communauté de partenaires techniques et financiers pour le soutien multiforme et constant qu'elle ne cesse d'apporter au SILS et à ses États membres. À la lumière des grands défis de l'heure, il nous paraît opportun de porter à l'attention de nos partenaires la nécessité d'un soutien appuyé
qui permettra à l'institution d'atteindre ses objectifs. Pour terminer, je réitère l'engagement de SHIELS à soutenir les efforts de cet État membre dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et à relever les défis combien importants à venir qui passeront nécessairement par la mise en œuvre de la réforme organisationnelle et institutionnelle afin de confirmer son leadership régional dans ce domaine de compétences. Vive le SILS, vive la solidarité sahélienne et ouest-africaine. Je vous remercie. Le président en exercice du SILS, le maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno, s'adressant à la communauté sahélienne à la veille de la 35e journée de l'organisation qui sera célébrée demain 12 septembre 2020. Vous le saviez, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Alzobé Païmé-Debé, a rencontré hier quelques membres du gouvernement. C'était pour leur rappeler les orientations du chef de l'État sur les actions relatives à la journée d'action citoyenne pour la rentrée scolaire et académique 2020-2021 et aussi sur la semaine de l'arbre. Kadnoumba Théophile revient sur cette rencontre. Lieu d'éducation, d'instruction et de formation de la jeunesse, futurs cadres du pays, les établissements scolaires et académiques, qu'ils soient publics ou privés, doivent être assainis pour accueillir les élèves. La propriété chasse les maladies, a-t-on coutume de dire. C'est dans cette optique que les plus hautes autorités du pays, au rang desquelles le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a instauré la journée d'action citoyenne pour la rentrée scolaire et académique 2020-2021. Cette initiative, aussi salutaire en cette période des pluies où l'insalubrité développe des maladies diarrhéiques et le paludisme, doit en principe mobiliser tous les Tchadiens, particulièrement les membres du gouvernement, les représentants du pouvoir exécutif des provinces et tous les acteurs impliqués dans le système éducatif. D'où le rappel du ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, ce 10 septembre. Vu l'importance que les plus hautes autorités accordent à l'école et surtout la volonté du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, de redonner à l'école tchadienne ses lettres de noblesse, le lancement officiel de cette journée d'action citoyenne pour la rentrée scolaire et académique le 5 septembre dernier doit avoir un écho favorable dans tous les pays, au même titre que la semaine nationale de l'arbre lancée le 29 août de cette année. Nul n'ignore que les effets pervers du changement climatique sont dus à l'avancée du désert, raison pour laquelle cet événement d'une importance capitale pour rendre l'environnement propice et vivable doit être suivi d'effets. Toutefois, il n'est pas encore trop tard et nous osons croire que ce rappel du ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, va certainement réveiller les consciences. Comme vous venez de le suivre dans ce reportage parlant justement de l'action citoyenne, l'association Al-Abrar pour le développement a nettoyé de fond en comble l'école primaire Roi Faisal de N'Djamena. C'est dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire prochaine. Le président de cette association, Ibrahim Algoni, explique que l'initiative vise à soutenir les efforts des responsables de cet établissement. Les responsables de cette école, justement, Roi Faisal, ont salué l'initiative de l'association Al-Abrar. Le syndicat national de l'enseignement primaire a officiellement lancé ses activités pour le compte de l'année en cours. C'est à travers le point de presse de son secrétaire général, Alamine Mahazal. Extrait. Le système éducatif tchadien nécessite un soin approprié. C'est pourquoi, conscient de cette situation, nous avons décidé de créer le syndicat national
de l'enseignement primaire public du Tchad, en abrégé SNEP Tchad. Car nous avons pleinement conscience de l'efficacité de la lutte syndicale et de la nécessité d'améliorer les conditions de vie professionnelle des enseignantes et enseignants. Nous invitons par ailleurs tous les enseignants à adhérer au SNEP. Notre souci permanent est d'améliorer les conditions de vie professionnelle de l'enseignant afin de sauver l'école tchadienne. Nous réaffirmons notre ferme volonté et farouche détermination à faire aboutir la politique en matière d'éducation afin qu'elle prenne en compte les aspirations du peuple tchadien et qu'elle soit celle d'une éducation publique de qualité sans exclusion des races, des religions, des sexes ou d'appartenance politique. Le SNEP est disposé à accompagner le gouvernement, notamment le ministère de l'Éducation nationale, à apporter sa contribution dynamique et responsable aux questions relatives à la promotion du système éducatif tchadien. Dans l'actualité ce soir également, sachez que le ministre de l'Agriculture se trouve à Biltine dans le Wadi Fira. Le ministre Abdoulaye Diar est sur place pour évaluer la campagne agricole en cours, nous dit Kaliangavouna. La région du Wadi Fira acquit à son tour la mission d'évaluation de la campagne agricole 2020-2021. La délégation que conduit le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Diar, est à Biltine, chef-lieu de la province du Wadi Fira, pour évaluer et suivre l'évolution de la campagne agricole dans cette partie du pays, qui est également une zone agro-pastorale par excellence. Le gouverneur de la province du Wadi Fira, Issar Ahmad Ardia, salue la venue de la délégation ministérielle dans son ressort territorial pour évaluer la campagne agricole. Présentant la situation agricole de la province, le délégué provincial de l'agriculture du Wadi Fira, Mohamed Daoussa, informe que comparativement à la campagne passée, la province du Wadi Fira est déficitaire en termes de pluviométrie cette année du fait de la mauvaise répartition de la pluie dans le temps et l'espace. Il rassure que la récolte sera bonne si jamais il continue à pleuvoir jusqu'à fin septembre. Le ministre de l'Agriculture, qui tient à la réussite de la campagne agricole, appelle à une synergie d'action pour relever le défi lié à l'insécurité alimentaire. La souveraineté alimentaire étant une priorité phare de la vision 2030, le Tchad que nous voulons prôner par le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, les résultats de cette mission sont bien entendus, vivement entendus par la plus haute autorité du pays, dont le constant souci est d'accompagner les productrices et producteurs dans toute la chaîne de la production, de transformation et de commercialisation à travers des moyens techniques appropriés et surtout adaptés à leur contexte. Le ministre a ensuite réuni autour de lui les cadres techniques de son département et les responsables des projets. Il leur a donné des orientations et leur a demandé de maintenir le cap avec les moyens existants pour la réussite de la campagne agricole. Le séjour du ministre Abdoulaye Diar dans la province du Wadi Fira est aussi marqué par la visite d'un champ de 1000 pénicillères au village Langar, situé aux environs de la ville de Biltine. Le chef du département de l'agriculture est allé s'enquérir de l'état de la campagne et motiver les producteurs de ce champ, regroupés au sein de l'Union Langar, à continuer dans cette lancée. Nous avons des chariots à traction allemande, on va les donner, les semences, on est en train de nous apporter l'appui technique. Donc ça veut dire que l'appui technique du ministère est là et il va continuer toujours à être là. Il est à noter que l'audit champ s'étend sur une superficie de 6 hectares. Sachez également que dans la matinée du vendredi 11 septembre 2020, le ministre de l'économie, de la planification, du développement et de la coopération internationale, Dr Issa Doubragne, et le représentant résident de la Banque africaine de développement BAD au Tchad, Ali Lamine Zen, ont signé via visioconférence un accord de don pour le financement du projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad. Le montant de ce don est estimé à plus de 19 milliards de francs CFA pour contribuer au financement d'une partie des coûts du projet. L'objectif global du projet est l'amélioration du cadre du développement économique des États membres de la CEEAC par la fourniture de l'électricité en quantité suffisante et à moindre coût.
Je l'annonçais en titre que 3 jeunes porteurs d'ambitieux projets ont été primés ce matin par le ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est suite à la compétition organisée par le programme des Nations Unies pour le développement. On en sait plus avec John Oginostor. 3 projets sont jugés meilleurs à cette compétition organisée par le PNUD et ses partenaires. Il s'agit du projet de lutte contre les violences basées sur le genre, le projet de biogaz et celui de la géolocalisation des pharmacies, centres de santé et spécialistes médicaux. Les porteurs de ces projets ont été récompensés afin de réaliser leurs ambitions. Cette initiative, dont le montant est de $20 000, a pour but de financer les meilleurs projets dans ce contexte pandémique. Cette activité s'inscrit en droite ligne des objectifs du projet, notamment celui sur l'expérimentation des initiatives locales en mesure d'influer sur la trajectoire socio-économique des pays bénéficiaires du projet. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, la riposte contre la maladie à coronavirus est un défi majeur. L'engagement actif de la jeunesse a relevé ce défi, cadre parfaitement avec la politique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, qui rêve d'une jeunesse qui ose afin de nous permettre d'atteindre la vision que nous nous sommes fixés à l'horizon 2030, le Tchad que nous voulons. Les lauréats de cette compétition dénommée Akatom se disent honorés et fiers. Selon eux, ce projet leur permettra de mettre leur savoir-faire au service de la nation tchadienne par la lutte contre la Covid-19. Et puis la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce vendredi 11 septembre 2020 se présente comme suit. 551 échantillons analysés, 30 cas confirmés, 23 au Mayo-Kébi-Est, contact du corps testé positif, 4 à N'Djamena, 2 au Logone occidental et 1 au Moyen-Chari. 2 guéris portant le total à 934, 0 décès, total de décès 79. 68 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1081, dont 276 femmes réparties dans 16 provinces. Maintenant, 16 provinces du pays. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique en cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires. Appelez gratuitement le 1313 le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. Par rapport justement à cette situation, notons la sortie médiatique du coordonnateur national de riposte sanitaire. Lors d'un point de presse, professeur Choua Ouchemi explique les causes de la résurgence de la pandémie à coronavirus. Ce dernier temps, il a aussi prodigué quelques conseils pratiques pour éviter la propagation de la maladie. Extrait. Depuis environ une semaine, la situation a changé. Nous avons vu la situation changer parce que, quand bien même depuis plus de 10-11 semaines, il n'arrivait pas de malades avec des symptômes dans les consultations, depuis cette dernière semaine, nous avons commencé à recevoir des malades qui ont des signes patents de Covid. La toux, la fièvre ou bien des difficultés respiratoires. Ça, c'est un fait nouveau qui n'arrivait plus depuis les dernières 11-12 semaines. Cela a été caractérisé par un patient qui a été consulté en province, à Sar, et un autre patient de 17 ans consulté à N'Djamena, et puis successivement nous avons eu 2 autres patients à N'Djamena qui sont âgés de entre 50 et 60 ans avec des comorbidités, c'est-à-dire la tension élevée et le diabète. Et puis nous avons eu également un cas toujours avec comorbidité, qui avait des symptômes et qui est décédé en province dans le Mayo-Kébi-Est et qui a été prélevé en post-mortem et qui est résulté Covid positif. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer parce qu'il y a ce fait nouveau, mais nous savons très bien
comment prévenir cette maladie. Et la prévention est vraiment le maître mot, et ce qui prévient la maladie, c'est le respect, l'application des mesures édictées depuis longtemps par les autorités. Santé encore avec le lancement officiel du projet Accès aux préventions contre le VIH-Sida et les mesures de lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. On en parle avec Ali Ibrahim Suleiman. Ils sont au total 40 participants venus de 10 communes de la ville de N'Djamena et des localités environnantes à prendre part à cet atelier d'information et de plaidoyer pour un engagement dans l'amélioration du cadre législatif et juridique en faveur des adolescents et des jeunes les plus vulnérables au Tchad. Organisé par l'ONG Centre de solidarité des jeunes pour la formation et le développement des concerts avec l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, cet atelier permettra aux participants de débattre de plusieurs questions liées aux infections sexuellement transmissibles et au VIH-Sida ainsi qu'à la COVID-19. L'objectif principal de notre organisation, c'est d'appuyer les jeunes afin qu'elles appuient aussi les autres structures pour qu'on parvienne à mettre fin aux mauvaises pratiques, à l'épanouissement de la jeune fille. Le conseiller économique du délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena rassure pour sa part du soutien de son institution. Nous devons nous réjouir des mesures, actes et lois de protection prises par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, contre le Covid-19. Les IST, le VIH-Sida. Dans les jours à venir, les jeunes cadres des autres provinces bénéficieront de la même formation. Parlons à présent de ce don de l'ONG World Vision dans le cadre de la lutte contre le coronavirus aux personnes vulnérables de la province du Mandoul. Et c'est avec Estelle Abdelkader. Le coronavirus ne doit plus se propager dans les ménages. Chaque ménage doit dorénavant expérimenter la vie dans toute sa plénitude, avec la remise des intrants et des équipements offerts par World Vision Tchad. Une marque de solidarité saluée par le représentant du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Mohamed Saleh Oumar. Le représentant du directeur national de World Vision, Boilengar Sandé Franklin, rassure l'engagement de son organisation à soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pandémie et la pauvreté. Avec cette crise, nous avons pu mobiliser 397 millions pour appuyer 50 000 bénéficiaires couvrant la période du mois de mars à septembre 2020. Le gouverneur de la province de Mandoul, Tiamra Betolga, exhorte les autorités traditionnelles et religieuses à intensifier la sensibilisation. Aujourd'hui encore, notre partenaire à travers ces dons de matériel et entrant contre la riposte Covid-19 ainsi que le transfert du cash aux ménages démunis vient de nous prouver leur détermination à œuvrer auprès du gouvernement pour le bien-être social de la province du Mandoul. Une somme de 45 000 francs CFA est remise à 1944 ménages vulnérables recensés dans les zones d'intervention de World Vision Tchad. Ceci pour encourager les activités génératrices de revenus. Tout à fait autre chose à présent dans le cadre de la réforme enclenchée par la Direction générale de la douane et des droits indirects. Nous allons faire une immersion dans une des directions de l'institution, celle de la législation et du contentieux pour comprendre le travail que les agents de cette direction abattent au quotidien. Ali Ibrahim Suleiman. Placée sous la tutelle du ministère des Finances et du Budget, la douane nationale est une structure paramilitaire qui participe à la définition et à l'exécution de la politique du gouvernement en matière douanière, fiscale et économique. Ce principal régulateur de l'économie nationale est régi par des textes, entre autres le régime douanier, qui est l'ensemble des caractères légaux et réglementaires déterminant la nature juridique et administrative auxquelles sont soumises les marchandises au cours de leur circulation entre le territoire douanier et l'extérieur. Ce régime s'applique à la marchandise dès le franchissement des frontières. La loi douanière fait obligation à tout importateur et à tout exportateur de conduire et de présenter sa marchandise à un des bureaux de douane.
Pour garantir l'accomplissement de cette obligation, le Code de douane prévoit un ensemble de formalités sous peine de sanctions. Certaines de ces formalités doivent se faire avant l'arrivée de la marchandise au bureau de douane et d'autres dès leur arrivée. Pour que les entreprises nationales s'approvisionnent en matières premières à moindre coût, la douane nationale contribue à les rendre plus performantes. C'est ici qu'apparaît le rôle économique du droit de douane, à savoir combler la différence entre les prix étrangers. La collecte et la sécurisation des recettes douanières sont tenues dans le respect des règlements et textes en vigueur. Les attributions des agents de la douane nationale prévues dans la législation douanière sont, entre autres, la lutte contre la corruption et les stupéfiants, la lutte contre la fraude, la bancarisation et la sécurisation des recettes. Les marchandises destinées à être exportées ou importées doivent faire l'objet d'une déclaration détaillée. Après enregistrement, la douane nationale du Tchad procède à la vérification des marchandises déclarées. Les inspecteurs de N'Djamena sont eux réunis à la faveur d'un atelier pour diagnostiquer les maux qui freinent la profession de l'inspecteur et surtout d'identifier les besoins indispensables inhérents à leur fonction. Apolline Gadi. À cette rencontre, les inspecteurs pédagogiques du pôle de N'Djamena ont diagnostiqué les problèmes qui minent la fonction de l'inspection et identifié les besoins indispensables à son bon fonctionnement. Dans leurs interventions, les inspecteurs n'ont pas caché leurs amertumes face à certains maux. On dit gérer ou bien diriger, c'est prévoir. En principe, l'État doit prévoir quelque chose pour la formation ou l'encadrement des enseignants qui sont sur le terrain par les inspecteurs. Le rapport d'inspection que nous adressons à la hiérarchie, c'est un rapport non chiffré. Et ça n'entre pas dans la gestion des carrières des enseignants comme cela se passe dans les pays voisins. Des obstacles sont également relevés par le coordonnateur des inspecteurs du pôle de N'Djamena. Les 90% de nos enseignants du Tchad sont des enseignants qui sortent directement de l'université et qui n'ont pas fait des écoles professionnelles et directement de l'université. Ils n'ont pas les notions pédagogiques, ils n'ont pas les notions comment gérer les classes, toutes les notions pédagogiques leur manquaient. Et quand on vient au niveau de la formation continue, on leur donnait. Le directeur Fangnuy Zouné Paul a quant à lui fait mention du sacrifice quotidien consenti par les inspecteurs pédagogiques dans leur profession. Les inspecteurs étaient motivés à tous les niveaux pour la réussite de la reprise pendant cette pandémie. Les inspecteurs étaient mobilisés, sillonnaient des établissements en établissement pour contrôler surtout la reprise dans le respect des mesures barrières. Ces inspecteurs pourront à terme s'assurer de la qualité de l'enseignement pour le plus grand bénéfice des jeunes tchadiens. La directrice générale adjointe de la Maison de la Femme tchadienne a eu une rencontre ce matin avec les responsables de différents centres sociaux de la capitale. En toile de fond de la rencontre, les principaux rôles de la Maison nationale de la Femme tchadienne vis-à-vis des centres sociaux. Guillaume-Bengiri. Au centre de la rencontre entre la directrice générale adjointe de la Maison nationale de la Femme, Fatime Mayani, et les différents responsables des centres sociaux de la capitale, la promotion de la politique genre, le rôle de la Maison nationale de la femme et ses rapports avec les centres sociaux et l'appui de ces structures en matière de formation en informatique. L'objet de cette rencontre aujourd'hui, c'est renforcer la collaboration entre la Maison nationale de la femme et les centres sociaux. Nous avons les mêmes visions, nous avons les mêmes missions. Donc, comment mettre ensemble nos missions, converger vers même une direction, et puis pour le bien-être de la population. La ville de N'Djamena regorge 9 centres sociaux qui ont pour rôle de soutenir les différentes catégories de la population dans le domaine psychosocial, la lutte contre les violences basées sur les genres et la prise en charge des enfants malnutris. Les membres de l'association d'expertise et d'échange d'expériences Maroc-France-Turquie-Tchad, et ceux de bureau Bamina Assas ont fait un don aux sinistrés des inondations dans le Hadjar Lamis. Youssouf Abdraman Aligat.
Une partie de la ville de Massakori est dans l'eau. Des parcelles et des maisons sont englouties. Cette inondation est due aux pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours dans cette localité. Touchés par les conditions de vie des sinistrés, les membres de l'association d'expertise et d'échange d'expérience du Maroc, de la France, de la Turquie et du Tchad, de concert avec les membres du bureau Bamina Assas de la province de Hadjalamis, volent à leur secours. Ils ont offert à ces couches vulnérables un don de vivres et de non-vivres. Satisfaits, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux bienfaiteurs. Le coordinateur de l'ONG Tika Melia Mouchahib, le représentant de Bamina Assas de la province de Hadjalamis, Abakar Chak Omar, et celui de Poul Turquie à cette association, Béchir Abakar Omar, se sont relayés pour saluer cette coopération. Pour le maire de la commune de Massakori, cette aide vient à point nommé. Au nom de toutes ces femmes et hommes sinistrés qui sont devant vous, je vous remercie infiniment pour ce geste très louable et qui vient à point nommé. Parce qu'il s'agit ici de venir assister des gens en détresse, des gens dans l'eau qui ont perdu leur toit, leur hangar. Ils sont comme ça et c'est le moment vraiment indiqué pour venir les assister. Koro Mohamed Kosso d'ajouter que les autorités communales de la ville de Massakori ne ménageront aucun effort pour apporter leur soutien sans faille aux victimes de cette inondation. Dans le même registre, l'organisation non gouvernementale Dignité Internationale a lancé officiellement ses activités de distribution des vivres à l'endroit des sinistrés victimes des inondations. L'opération a lieu dans les communes du 5e, 7e, 8e, 9e et le 10e arrondissement de la capitale. Par la voix de son représentant pays, Dr Hagar Mohamed Ahmad, ce geste est une réponse à l'appel des plus hautes autorités du pays à soutenir les couches des personnes vulnérables. Présente au Tchad depuis 2014, l'ONG Dignité intervient dans plusieurs domaines, à savoir la sécurité alimentaire, l'eau, l'éducation et la santé. Une délégation du bureau Bamina Assas a séjourné dans le Mayo-Kébi Est. Sur place, la délégation a rencontré le gouverneur de la province Bachar Ali Suleiman Kadnouba Théophile. La paix, la sécurité et la stabilité dans la province du Mayo-Kébi Est constituent les préoccupations du bureau Bamina Assas et du gouverneur de la dite circonscription Bachar Ali Suleiman. Les deux parties mutualisent leurs efforts pour lutter contre l'enlèvement des enfants contre rançon et favoriser la cohabitation pacifique. La sécurité veut chère au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Au cours des échanges, la question de la mise sur pied d'une commission mixte de sécurité entre le Tchad et le Cameroun et du bureau provincial Bamina Assas à Bangor, ainsi que les préparatifs de la célébration à Bangor de l'élévation du président Idriss Déby Itno à la dignité du maréchal du Tchad étaient au centre du sujet. Le premier vice-président du bureau Bamina Assas, Hissène Ator, et le deuxième vice-président, Oumar Djimé, promettent d'apporter leur soutien total aux premières autorités provinciales du Mayo-Kébi Est pour traquer tous les individus qui mettent en mal la vie des paisibles citoyens. Satisfait de cet élan de solidarité des baministes pour cette cause commune, le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Est rassure de sa disponibilité à œuvrer en étroite collaboration avec les partenaires pour restaurer la sécurité dans cette circonscription administrative. Rendons-nous à Moundou dans le Logone occidental où une avenue a été baptisée Maréchal Idriss Déby Itno. C'est à l'initiative de la commune de Moundou avec l'appui du bureau de Bamina Assas. La cérémonie a vu la présence du gouverneur Idriss Omar Idriss. La rue Mota du quartier de Yon dans la commune du premier arrondissement de la ville de Moundou est rebaptisée avenue Maréchal Idriss Déby Itno. Ce baptême est une marque de reconnaissance au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République par les autorités communales de la ville de Moundou. Et c'est pour les efforts consentis dans la lutte contre la secte Boko Haram, affirment les membres du bureau Bamina Assas.
Après avoir fait un bref aperçu sur les riches parcours du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno et le sacrifice qu'il a consenti pour la sécurité, la stabilité et la paix, le maire de la commune de Moundou, Nedjoundjeng Ngamba Chirac, a salué l'élévation du chef de l'État à la dignité du maréchal du Tchad. Cette initiative est appréciée par le gouverneur du Logone occidental. Cette dédicace au nom du maréchal du Tchad n'est pas fortuite. C'est digne fils du Tchad, Idriss Déby Itno, venait de doter la ville de Moundou d'un abattoir moderne et d'un aéroport international, ainsi qu'un centre d'électricité à gaz naturel. Selon le président du bureau Bamina Assas, Ibrahim Khalifa, le président fondateur du MPS fait du développement du Moundou l'une de ses priorités. Par la même occasion, la délégation du Baministe et les autorités du Logone occidental ont mis en terre quelques plans à l'entrée de la ville de Moundou. Pour les différents intervenants, cette action contribue à la lutte contre le changement climatique. Revenons à N'Djamena pour dire que la commune du 6e arrondissement tient à partir de ce vendredi sa session budgétaire pour l'année 2020. L'exécutif communal et les conseils municipaux vont échanger sur le développement de la commune. Noukour Barkay. La crise sanitaire, née de la pandémie de coronavirus avec ses corollaires, a fragilisé le tissu économique. La commune du 6e arrondissement est frappée de plein fouet. C'est pour enclencher une dynamique en vue de la relance économique que les conseillers municipaux, les chefs des services de sécurité et délégués des quartiers ont été conviés à cette session. Comme vous le savez, depuis le 19 mars 2020, notre beau et cher pays, le Tchad traverse une crise sanitaire due à la pandémie virale du coronavirus. C'est dire que nous étions en cessation d'activité pendant plus de 3 mois, le tout couronné par la chute drastique des recettes locales. Selon l'administrateur délégué de la commune du 6e arrondissement, Emmanuel Zoumaï, cette session consiste à jeter les bases d'une gestion rationnelle des maigres ressources de la municipalité après cette phase de relance économique. Il exhorte par ailleurs les participants à travailler dans la sérénité pour de meilleurs résultats. Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Télé Tchad.